bienvenue à Faire les murs, le podcast d'Espacité qui va à la rencontre de celles et ceux qui changent la ville. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter un épisode hors série, enregistré à l'occasion de la première édition d'Entre guillemets, dédiée aux copropriétés. Bonjour, merci d'être là, bienvenue à cette première édition d'Entre guillemets. Entre guillemets, qu'on a imaginé comme un lieu de débat et d'échange sur la ville, avec ceux qui la pensent, qui la font et qui la vivent. Alors ces trois termes, je ne les dis pas de façon anecdotique, ils sont choisis parce que penser la ville, faire la ville et vivre la ville, c'est vraiment ce qui guide notre action au quotidien à Espacité et nos interventions. C'est aussi sur cette base qu'on a choisi nos intervenants qui vont succéder sur cette estrade juste après. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de faire venir au sein de chacune des tables rondes une chercheure ou un chercheur. C'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Vivre la ville, c'est aussi la raison pour laquelle l'exposition que vous avez peut-être découvert en arrivant, qui est au rez-de-chaussée et qu'on verra par la suite, une exposition de photographie faite par Hugo Lebrun, porte sur les habitants et leur vécu de la copropriété. C'est important. Les habitants et le vécu, c'est ce qui nous motive au quotidien dans nos interventions. Donc aujourd'hui, on est réunis pour parler de la copropriété. Pourquoi avoir choisi ce sujet ? Les copropriétés représentent environ 30% du parc de logements en France. Par ailleurs, on sait que l'accession à la propriété reste un souhait très ancré chez les Français. On a à peu près 3/4 de la population qui se déclare comme souhaitant accéder à la propriété, alors que dans la réalité, on a un peu plus de la moitié des Français qui le sont. Et aujourd'hui, on est encore dans une situation où la maison individuelle reste le modèle plébiscité et reste le modèle au cours duquel, surtout, nos territoires se sont aménagés dans cette fin du XXe siècle. On a envie de dire que c'est plus la réponse aujourd'hui qu'on a envie de donner à ce souhait d'accéder à la propriété et à cette façon d'aménager le territoire, pour plein de raisons, environnementales, économiques, etc. Aujourd'hui, on a l'impression que les copropriétés restent encore décriées, soit car associées à des formes urbaines collectives jugées peu attractives, ou encore pour des sujets de gestion qui seraient trop compliqués. Ici, on a envie de croire qu'elles pourraient être le lieu du bien vivre ensemble au XXIe siècle. Parce qu'elles apportent plein de réponses aux enjeux actuels, des réponses économiques, des réponses environnementales, des réponses aux enjeux de compacité de la ville ou encore aux enjeux de lien social. Nous vivons une époque où le collectif, le commun, la co-construction, la copropriété a besoin de reprendre le dessus. Alors, dans les 3 tables rondes qui vont suivre, on va répondre à une seule et même question. Dans ces copropriétés, comment mieux habiter le collectif ? Alors, on va aborder successivement différents enjeux, des enjeux architecturaux et programmatiques, des enjeux de gestion et d'animation de copropriété, et puis des enjeux de vivre ensemble et de dynamique urbaine. Ces échanges feront l'option d'une traduction graphique par Florent Courten, qui se situe sur le côté, que je remercie d'ores et déjà d'être venu. Vous verrez progresser au fur et à mesure. Et donc, sans plus attendre, pour commencer, je vais appeler nos premiers témoins. Alors, Sonia Dean, Rabia Henkel et Hélène Reinhardt. Et j'appelle aussi Lisa Baruet, chef de projet Espacité, qui va animer ce premier tour de table. Bonjour à toutes et à tous. Quelques propos introductifs pour commencer. Donc, depuis les années 1970, la maison individuelle avec un jardin est prônée comme un modèle d'urbanisation encore perceptible aujourd'hui, puisqu'en 2022, c'était 60% des résidences principales qui étaient des maisons. Pourtant, depuis plusieurs années, l'aménagement urbain est pensé pour faire la ville sur la ville et ne plus empiéter sur les espaces naturels, notamment ce qu'on a pu voir récemment avec la loi climat et résilience qui introduit le ZAN, à savoir le zéro artificialisation nette des sols. Le logement collectif paraît donc une forme d'habitat adaptée aux exigences environnementales mais également économiques actuelles, et comme on l'a vu dans les propos introductifs, le collectif privé structuré en copropriété reste encore souvent décrié et associé en termes de représentation sociale au quartier de grands ensembles. Donc, dans le cadre de cette table ronde, on va s'intéresser à la manière dont le logement collectif peut être rendu désirable au regard des solutions architecturales et programmatiques. Et pour répondre à cette question, il y aura donc 3 intervenantes qui ont fait le plaisir d'être avec nous. Sonia Dean, doctorante au laboratoire Géographicité,
Rabia Henkel, architecte paysagiste et directrice de l'agence Courtoisie Urbaine, et Hélène Reinhardt, architecte et gérante de Sol Architecture. Pour commencer, on va d'abord parler du logement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est attractif d'un point de vue architectural dans le logement collectif par rapport à l'individuel, et qu'est-ce que recherchent les habitants dans ce logement? Je vais laisser la parole à Rabia et Hélène, et peut-être pour commencer Hélène sur cette question. Bonsoir à tous, merci d'être là. Merci Lisa pour cette table ronde. J'ai hâte de parler avec vous. Je voulais juste redire une petite chose, c'est que culturellement, en France, certes, l'habitat individuel est plébiscité par rapport à l'habitat collectif, mais c'est pas le cas partout dans le monde, comme on le sait. Enfin, moi, j'ai habité un peu en Amérique latine, et l'habitat individuel est considéré comme de mauvais goût, et on préfère habiter dans des immeubles d'habitat collectif. Donc c'est pas partout pareil. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, c'est ce que Émilie et toi, Lisa, vous avez redit en introduction, c'est que c'est politique. En fait, c'est une question qui est éminemment politique, que pour faire face aux crises actuelles, que sont la crise climatique et la crise sociale, l'habitat collectif paraît la réponse. Et il faut vraiment... pour pouvoir lutter contre l'artificialisation des sols et l'étalement urbain, en fait, qui est vraiment un enjeu majeur du XXIe siècle, et avec une urgence, il faut pouvoir développer le logement collectif. Pour pouvoir développer le logement collectif, il faut qu'il soit attractif. Pour qu'il soit attractif, il faut qu'il soit de qualité et qu'il réponde aux besoins des citoyens. Peut-être que les quelques besoins, sans faire, parce que je pense que Rabia, tu vas en parler mieux que moi après, sur quels sont les besoins. En termes d'architecture, il me semble que il y a une première chose qui est importante, c'est de se dire que ce qui est le plus important et ce qui manque dans les logements collectifs, ce que le rapport Giacometti-Leclerc sur la qualité du logement a rappelé, c'est que finalement, c'est peut-être plus les aménités qu'on trouve autour du logement qui sont importantes que le logement en lui-même. Le logement en lui-même, en fait, quand on est dans un centre ancien, très dense, en plein cœur de Paris, par exemple, on peut accepter peut-être d'habiter dans un logement qui est petit, qui est peut-être mal foutu ou pas très adapté à ses besoins, parce que finalement, on va retrouver tout le reste en dehors, en fait, les commerces, les services, etc. Or, dès qu'on se retrouve dans une zone un peu plus à l'écart, etc., habiter en logement collectif, là, ça devient moins intéressant que d'habiter dans un logement individuel, parce qu'on ne va pas retrouver tous ces services. Donc finalement, la question, elle est peut-être d'abord la question des services et de ce qu'on va retrouver. Alors après, on a toutes les théories de la ville du quart d'heure, que moi j'aime bien, de Carlos Moreno, etc., qui rappellent que les services qu'on doit retrouver et qu'on devrait retrouver autour de son logement sont le travail, le commerce, les services de garde d'enfants, etc., la santé. Donc c'est peut-être cette question-là qui est primordiale avant celle du logement. Ensuite, pour répondre à ta question, Lisa, moi, il m'a semblé que pendant le Covid, on s'est tous posé la question au moment de l'annonce du confinement, est-ce qu'on va chez nos parents ou ailleurs, ou qui ont une maison individuelle, ou est-ce qu'on reste dans son appartement à Paris? Moi, j'ai fait ce choix-là et je ne l'ai pas regretté. Et je pense qu'on a été nombreux à ne pas regretter et à trouver que finalement, en bas de chez soi, on avait peut-être le jardin de l'immeuble dans lequel on pouvait aller et se retrouver et être en société. Et c'est ce qui est le plus important. Du coup, pour moi, ce qui est intéressant dans le logement collectif, c'est tout ce qui va être les jardins collectifs, tout ce qui va être l'entraide en direct entre voisins et qui n'est pas à négliger, que ce soit de l'entraide pour aller demander du sel le soir ou pour demander à sa voisine de garder son enfant pendant 5 minutes, etc. Ça, c'est vraiment inégalable, même si on peut le trouver dans un village ou un lotissement. C'est plus facile dans un immeuble. Tout ce qui va être la mise en commun des coûts d'entretien, etc., une meilleure qualité de construction souvent que dans du pavillonnaire parce que on mutualise les coûts, mine de rien, de tout ce qui est la construction. Des surfaces qui sont plus faibles, donc c'est plus écologique et aussi plus économique. Il faut qu'il y ait une limite de surface, bien entendu, des hauteurs et vues, et surtout des rez-de-chaussée actifs. En fait, c'est ça qu'on va pouvoir trouver dans du logement collectif, des rez-de-chaussée actifs et une mixité des tâches. Les freins, pour moi, c'est les espaces extérieurs. Ça, je pense que tu vas en parler, forcément. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les espaces extérieurs individuels ou même collectifs. Les espaces de stockage et le contact avec la nature. Donc voilà, pour moi, finalement, l'habitat collectif,
c'est bien parce que ça répond au désir de commun, en fait, qui est vraiment ce qui paraît faire sens aujourd'hui. Nombre d'intellectuels nous disent que c'est la coopération qui va nous sauver face à l'individualisme. Et voilà, pour faire face à tous nos défis, il faut se mettre en coopération. Et donc, habiter ensemble, c'est déjà une première chose. Et que le partage nous enrichit. Donc, voilà, ça, c'est toutes les dernières recherches. Je pense que tu en parleras mieux, Sonia, aussi. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai à dire. Je te laisse la parole, Rabia. Merci. Bonsoir à tous. C'est vrai que la question, maintenant, on s'y attaque d'une façon assez frontale, là où avant, la bataille, elle était censée être perdue et que l'appartement n'est pas un choix, mais plutôt par dépit. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes projets qui s'y attaquent fortement parce que, avec tout le plaidoyer que tu as rappelé, effectivement, c'est nécessaire aujourd'hui. Moi, j'ai pas fait de recherche sur la question, mais je peux témoigner, après avoir passé quasiment 20 ans en fait dans la fabrique des espaces résidentiels. Je pense qu'il y a un imaginaire qui est lié à la maison, qui peut tout à fait être, mis en récit, réinterprété dans le collectif, parce que la maison individuelle, hein, avec tous ses défauts, éloignement de services, de la culture, etc., et économie, etc., c'est que c'est un espace de pouvoir d'agir, on pense en tout cas. C'est un espace qui prolonge l'appartement, donc fermé, donc l'extérieur. C'est une autonomie dans la prise de décision. Et c'est un peu un espace des possibles qui est très réduit en réalité. En fait, c'est vraiment l'imaginaire. Et le collectif, jusqu'à il n'y a pas, je sais pas, moi je considère il y a 5-6 ans, on commence à raconter vraiment autre chose. Mais c'est un peu le collectif, c'est ce qui m'empêche de faire et c'est ce qui réduit en fait ma façon et mon parcours en fait. Et donc aujourd'hui, là, on y arrive un petit peu. C'est quand on apporte autre chose qui prolonge en fait, qui permet de laisser sa porte ouverte, les celliers, les espaces extérieurs, les paliers où il s'y passe quelque chose, les espaces de coveillance et tout ça. Et on travaille pas mal ces espaces-là qui sont un peu communs, mais en même temps ils apportent du service aussi et ils disent vous avez le droit de dépasser, d'avoir des objets, de rester, de mettre un peu d'inertie et de pas tout à fait se dépêcher pour rester chez soi. Aujourd'hui, je pense, tu l'as rappelé, Hélène aussi, c'est l'espace de service. Donc, je pense l'immeuble comme un espace de service et un espace qui apporte des usages et des pièces que je ne peux pas avoir tout seul. Aujourd'hui, c'est vraiment dans la balance. C'est très, très important. Et je pense que ce qui fait peur aujourd'hui dans la copro, c'est le collectif. Et donc, une fois qu'on s'attaque à cette question-là avec des nouvelles façons de faire et qu'on arrive à appréhender avant de m'engager, en fait, vraiment dans la vie collective, de rencontrer les voisins, je pense que ça aide énormément, en fait, à faire accepter et à voir, en fait, les qualités du collectif. Je pense que vraiment, la maison individuelle, il y a toujours un récit autour. C'est-à-dire, en fait, il y a beaucoup d'engagement personnel quand on est dans l'achat, en fait, de la maison individuelle, alors que l'achat d'un appartement, il s'est fait très vite, on n'a pas trop le temps, il se fait dans une bulle de vente. Et donc, en fait, il n'y a pas la place pour ce récit-là. Donc, s'il y a un récit architectural, s'il y a un récit urbain, s'il y a un récit de communauté habitante, si on met à profit ce temps de chantier pour fabriquer ce récit, que chacun arrive à l'écrire, je pense que là, on gagnera la bataille fortement. Je vous remercie. Sonia Adine, vous, dans votre thèse, vous montrez que les acteurs de la ville, donc que sont le politique, les aménageurs, les promoteurs immobiliers et les architectes, s'intéressent de nouveau à la conception d'espaces partagés dont ça a été évoqué. C'est notamment pour faire concurrence à l'individuel. Est-ce que vous pouvez nous en raconter un petit peu plus de ce point de vue ? Oui, bonjour à toutes et tous. Oui, c'est intéressant et ça me permet de rebondir avec ce que vous venez de dire, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur cette question des espaces partagés, pour moi, ça ne me semblait pas du tout une évidence de se dire que les espaces partagés, ça permettait de faire concurrence à la maison individuelle. Enfin, moi qui ne suis pas architecte, je pensais quand même de prime abord à la conception du logement individuel, à la qualité du logement en tant que tel, avant de penser aux services, aux espaces autour du logement dans le logement collectif. Donc je trouve que c'est une discussion intéressante et aussi peut-être que voilà, ça dépend des approches et puis aussi des vécus en rapport avec le logement collectif. Mais c'est vrai que pour moi, une des premières
réaction par rapport à cette question de comment est-ce qu'on rend le collectif désirable, c'était comment est-ce qu'on va travailler donc les surfaces, les surfaces disponibles par habitant et aussi les surfaces d'usage. Enfin, vous avez cité le rapport Girometti-Leclerc et c'est vrai qu'il y a quand même eu pas mal de rapports récemment qui décriaient la piètre qualité de la promotion neuve. Moi, j'ai grandi dans une résidence des années 70 où il y avait énormément d'espaces collectifs, il y avait une salle commune. J'habite maintenant dans un logement Inly à Paris et où en fait, c'est quand même très mal conçu. Il y a des portes partout. Voilà, il y a quand même, bon, c'est mon expérience personnelle, mais il y a aussi des rapports qui prouvent qu'il y a quand même une dégradation par rapport à la qualité d'usage des logements. Et donc, de prime abord, il y avait cette question de la qualité d'usage et comment est-ce qu'on en vient à la question des espaces partagés. C'est quand même une des réponses que j'ai pu observer, une réponse opérationnelle pour essayer de réenchanter le logement collectif, que j'ai pu observer notamment sur des terrains dans l'Ouest, à Nantes et à La Rochelle. Et comment est-ce qu'on en arrive à produire des espaces partagés et comment est-ce qu'on l'intègre à ce récit sur rendre le logement collectif plus désirable. C'est dans le cas nantais, par exemple, donc la métropole nantaise qui désire attirer de plus en plus de propriétaires occupants et de familles dans les quartiers centraux de l'agglomération, dans les quartiers neufs. Donc encore une fois, moi je parle vraiment du logement neuf et qui donc incite l'aménageur à proposer une réponse technique. Comment est-ce qu'on va attirer les propriétaires occupants ? L'aménageur développe notamment des ateliers sur les formes urbaines, ce qui les amène à réfléchir à comment est-ce qu'on va essayer de proposer des logements plus grands mais qui ne coûteraient pas forcément plus cher. Donc, voilà, ils ont mené un certain nombre d'ateliers avec des promoteurs et aussi d'autres acteurs de la fabrique urbaine à Nantes. Et une des solutions proposées, c'était le fait d'intégrer des espaces partagés. Et donc l'aménageur a in fine intégré dans les fiches de l'eau une solution technique parmi d'autres que seraient les espaces partagés. Et les promoteurs ont finalement répondu et développé énormément d'espaces partagés sans que ce soit nécessairement une commande initiale de la part du politique. Mais donc on en arrive à travers la différente chaîne de l'aménagement et de la promotion à l'intégration d'espaces partagés. Et quand je dis espaces partagés, c'est donc à la fois le partage de services individuels, des buanderies partagées, des ateliers de bricolage, mais aussi des espaces qui vont essayer de mettre l'accent sur la dimension collective, ce que vous disiez, donc des salles communes, des potagers, des terrasses partagées notamment. Donc il y avait cette question-là, et où finalement j'ai l'impression, dans le cas nantais, que pour l'instant, c'est plutôt une réponse de la fabrique urbaine, entre guillemets, une réponse un peu couteau suisse, sans que ce soit forcément un besoin ou une demande qui a été émise par les habitants dans ces quartiers-là. En tout cas. Rabia Henkel, je vous vois acquiescer. Justement, vous proposez d'intégrer des espaces partagés dans les copropriétés en les co-construisant finalement avec les futurs acquéreurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous les intégrez, à quelle étape du projet vous intégrez ces futurs acquéreurs ? En fait, le procédé est simple. C'est pas de l'habitat participatif, mais nos réflexions, elles viennent parce que on a fait un tour complet. On a livré des projets d'habitat participatif, locatif et accession. Du coup, on a vu ce que ça fabrique et on est sûr de nous et on sait de quoi on parle. Et on s'était dit que ça devrait pas être l'adage seulement de ces parcours un peu atypiques. Personnellement, j'espère qu'ils se généraliseront, mais ça n'est absolument pas le cas aujourd'hui. C'est dire, en fait, la VFA, elle peut mieux faire. Il y a des subtilités, il y a des moyens, si on met un peu plus de temps au départ, pour en fait te dire l'opérateur et toute la chaîne de production, les experts en tout cas, ils sont là juste pour créer un certain nombre de possibles. Que la convivialité et le bonheur et le collectif désirable, ça ne se décrète pas, que c'est chaque communauté a sa propre parcours. On a tous nos propres expériences et notre propre bagage, etc. Et donc, laisser cette capacité, en fait, à ajuster et à finir finalement le projet.
tout en restant dans un calendrier maîtrisé, sans toucher, bien évidemment. Vous pensez bien, on a tous les experts qui se lèvent au départ pour dire c'est pas possible, mais si, c'est possible. Donc, ce qu'on fait, et là, c'est quelque chose vraiment, pour le coup, on la généralise, c'est de créer des espaces partagés avec vraiment des circuits juridiques et des formats juridiques les plus simplifiés possibles. Nous, par exemple, les ASL et tout ça, enfin voilà, donc c'est des choses vraiment qu'on a une réaction épidermique par rapport à tout ça, donc c'est d'être vraiment dans une simplicité vraiment que n'importe qui peut tout de suite comprendre à quoi il a accès et de ne pas affecter en fait d'usage, de bien les designer au départ, donc d'avancer un peu tout ce qui peut se passer et de même permettre que la gestion et la vie et on va dire la régulation de la vie de ces espaces-là. On crée plusieurs scénarios possibles et c'est l'AG constitutive, la première, qui décide de ce scénario-là à retenir. Encore une fois, aujourd'hui, on peut l'affirmer parce qu'on est très avancé, puisqu'on a pas mal de projets. Et puis, on a le premier qui est vraiment bien protocolisé. Ils vont habiter en février. Donc là, ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec des copropriétaires, des gens qui ont acheté dans une bulle de vente, qui ne se sont pas du tout posé la question du collectif des espaces partagés, qu'on a formé à la copro, qu'on a formé à tout ce qui reste possible encore à faire, qu'on a formé à faire vraiment du design du service, qui a accès, qui a le droit, comment donner aussi droit d'accès aux locataires, quel est le statut, retrouver un statut de résident et s'extraire un peu du statut de habitant copropriétaire et habitant locataire. Et c'est assez fascinant. Comment en fait ça intéresse aujourd'hui vraiment, là je milite pour dire on ne pourra pas tout faire, hein, donc il faut que plein de gens s'y mettent, mais les gens aujourd'hui, monsieur et madame tout le monde, on fait un événement ce samedi, j'ai plus de 80 inscrits, donc des gens qui vont venir se rencontrer entre voisins, finir de créer leur association qui va gérer les espaces qui ne seront pas confiés en gestion au syndic. Donc voilà, il y a une marge vraiment à explorer là-dessus. Et c'est ça, à mon avis, qui rend le collectif désirable et qui donne le contenu social et humain de la copro et qui est aujourd'hui un peu qui empêche de faire. Mais en fait, là, ils voient que c'est la copro qui permet de faire. En ce qui concerne cette fois-ci l'amélioration des logements et notamment dans le cadre de réhabilitation de copropriétés dégradées en lien avec des dispositifs publics, Hélène Reynard, vous accompagnez les habitants dans leurs projets de travaux. Et quelle est la place des habitants justement dans ces projets auxquels il faut respecter les exigences de l'ANA également ? J'avais envie de rebondir 2 secondes un petit peu sur ce que tu viens de dire. En fait, ça me fait penser justement dans l'implication des habitants et dans la réhabilitation à un projet qui n'est pas celui dont on avait dit qu'on allait parler. Je pense au milieu rural, en fait, et à un projet, nous, sur lequel on a travaillé avec l'agence dans le cadre du concours Réinventer rural en Loire-Atlantique. Et en fait, on a travaillé sur la réhabilitation d'un ancien hangar en cœur de village pour le transformer en atelier logement. Et ça aussi, c'est une forme de mutualisation d'espace qui rend le logement collectif désirable, y compris en zone rurale, parce que c'est un vrai enjeu, en fait, rendre le collectif désirable en zone rurale pour limiter les déplacements, etc. Et du coup, ces idées de logement atelier, donc de mutualiser aussi bien, donc pour des artisans, là c'était le cas, mais comme un petit peu sur le même modèle qu'on a vu des logements ateliers d'artistes en banlieue, par exemple, etc. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est en train de se développer. Enfin, je ne sais pas si tu as l'occasion de travailler dessus, mais justement de pouvoir mutualiser aussi le travail, en fait, et de le coupler au logement. Je pense que c'est une vraie question qui fait écho justement à la réhabilitation, parce que donc l'ANA justement subventionne énormément la réhabilitation, notamment en zone rurale, et je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dedans sur les copropriétés et sur la transformation finalement du bâti qui est il y en a beaucoup en fait, du bâti vacant dans les centres anciens et dans les centres qu'on cherche à revitaliser. Donc il y a une vraie urgence là-dessus, et c'est quelque chose qui peut se faire avec les habitants de ces lieux-là pour essayer de voir qu'est-ce qui peut correspondre à leurs besoins, comment est-ce qu'on peut lutter contre le pavillonnaire en réutilisant ce patrimoine qui est là. Parce que effectivement, enfin, pour moi, la réhabilitation, c'est vraiment une question urgente. En fait, c'est urgent de mettre fin. Moi, je suis pour le zéro démolition. Je serais même presque radicale, et je pourrais être pour le zéro construction.
je serais presque pour se dire on arrête pendant 5 ans ou pendant 10 ans de construire et on réhabilite tout ce qui existe déjà. C'est une question climatique et urgente. Quand on sait le coût environnemental de la construction, il faut utiliser ce qui est déjà là et qui est très vaste. On a un patrimoine qui est énorme en fait. Il y a des études qui montrent que tous nos biens sont déjà là en fait. On n'a pas besoin de construire, en tout cas pour l'instant, peut-être dans quelques années, oui. Et donc nous, on travaille effectivement à l'agence sur la réhabilitation des immeubles des années, on va dire 50 à 70, qui sont en copropriété, des copropriétés dégradées, qui sont dans des dispositifs de plan de sauvegarde, voire d'ORCOD, enfin des choses plus complexes. Et là, on vient de livrer une opération à Villiers-le-Bel, donc sur une copropriété très très modeste, avec une copropriété qui est endettée, avec des difficultés sociales, des difficultés économiques très très prégnantes. Et on a réussi, donc une opération qui est extrêmement subventionnée par l'ANA à 90%. On a réussi à livrer une opération, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui on y arriverait encore, où on vient faire des extensions de balcons qu'on transforme en jardin d'hiver. Dit comme ça paraît pas grand-chose. En fait, ça transforme complètement le logement, puisque aujourd'hui, les habitants ont droit à une surface qui fait 9 mètres carrés, qui est une surface non chauffée, qui a un tampon thermique, qui permet de ne pas avoir de pont thermique, en fait, et donc d'avoir un bilan. Donc, je vais parler très technique, mais on arrive à 72 kWh par mètre carré par an de CEP. Du coup, c'est un bilan qui est quasi équivalent au neuf. C'est des performances qui sont très intéressantes. Donc, ces jardins d'hiver, en fait, ils permettent d'éviter les ponts thermiques et ils rajoutent 9 mètres carrés d'usage. Donc, c'est un espace qui a été immédiatement investi par les habitants sous différentes formes. Il y en a qui mettent un jardin, il y en a qui mettent un petit salon dedans, il y en a qui peuvent mettre une annexe à la cuisine. Au-delà de ça, on a aussi transformé complètement les halls et tous les rez-de-chaussée. En rajoutant tout ce qui est les locaux vélos, des locaux poussettes, des espaces plus vastes. On avait proposé qu'il y ait plus de mutualisation. Ça n'a pas été retenu par les habitants. Mais cet exemple-là montre qu'il est possible, si on investit dans le logement, et c'est tellement moins coûteux. Nous, les études qu'on a menées sur plusieurs de nos projets, y compris aux Chênes-Pointus, à Clichy-sous-Bois, etc., montrent que quand on réhabilite, et si on va dans un projet de réhabilitation très ambitieux, ou même on peut garder qu'un squelette finalement, c'est toujours 25% moins cher qu'une démolition et une reconstruction. Donc, avec ces 25%, en fait, on peut faire les aménités dont j'ai parlé au début, et on peut aller dans une qualité qui est plus importante, et finalement c'est peut-être comme ça qu'on va lutter contre l'étalement urbain, etc. Enfin voilà, ces exemples, ils sont nombreux. Je pense que les architectes, on travaille tous maintenant sur des exemples comme ça de requalification. On peut tout faire en fait en requalification en architecture. Il faut mettre les budgets qui sont nécessaires, et pour moi, l'ANA doit aller plus loin aujourd'hui dans ses budgets. On ne doit plus se limiter et dire oui, il faut au-delà de 70 000 euros, de 80 000 euros, enfin chaque année ça évolue. Ça ne vaut pas le coup par rapport au neuf, c'est faux. Je pense qu'on peut aller jusqu'au prix du neuf, ça vaudra encore le coup parce que c'est du logement qui est là, qui est déjà là, et le bilan environnemental, le bilan social, il est positif de toute façon. Merci. Pour finir cette table ronde, ces solutions programmatiques, architecturales que vous venez d'aborder et d'énoncer impactent nécessairement le fonctionnement même d'une copropriété, notamment la gestion qui a anticipé dès la mise en programme de ces immeubles. Comment est-ce que vous le prenez en compte justement quand vous réfléchissez à cette étape bien en amont de la gestion ? Oui, je commence peut-être parce que moi je précise que dans l'enquête que j'ai menée, je regarde exclusivement les professionnels de la fabrique urbaine, et justement c'est très complémentaire avec ce que tu peux voir, Rabia, puisque j'ai très peu enquêté finalement auprès des ménages, auprès de projets une fois qu'ils sont habités. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'avoir ton retour. Et c'est vrai que du point de vue des professionnels que j'ai enquêtés, notamment promoteurs et aménageurs, la question de la gestion de ces espaces partagés qui ont été produits, c'est une vraie question. Et pourquoi est-ce que cette question se pose ? Puisque, encore une fois, la production de ces espaces ne s'appuie pas sur une étude d'une demande ou d'un besoin des habitants. Donc après, il s'agit de réfléchir ensuite en amont, mais de projeter à la fois des usages et de projeter aussi des modalités de gestion, d'utilisation, d'animation de ces espaces qui n'ont pas été demandés initialement par les habitants. Et donc, en termes de projection
d'usage. C'est vrai que moi, dans ce que j'ai pu regarder, contrairement à ce que tu disais sur les usages qui ne sont pas fixés dans vos projets, moi j'ai quand même regardé souvent des projets où les usages étaient définis. C'est une buanderie, c'est une salle de jeu, c'est une salle de bricolage, et donc où en fait certains espaces, puisque j'ai quand même pu voir certains programmes qui existent aujourd'hui, qui ont été construits, certains espaces restaient vides et inutilisés. Et donc, ça pose quand même la question effectivement, de l'accompagnement, encore une fois, du besoin, de la demande de ces espaces et du rôle qu'ils vont jouer dans comment est-ce qu'on rend le collectif plus désirable, puisque c'est la question qui nous anime aujourd'hui. Et donc, en termes de projection par rapport à la gestion et à la vie de ces espaces, ce que j'ai pu voir du côté des promoteurs et des aménageurs, c'est effectivement toute une réflexion sur comment est-ce qu'on va mettre en place des outils juridiques et économiques pour gérer ces espaces, notamment comment est-ce qu'on va anticiper la création d'organes juridiques dédiés, associations ou structurations juridiques plus complexes, avec un vrai enjeu de ne pas trop complexifier le fonctionnement de la copropriété, c'est un vrai risque, et des réflexions aussi sur le coût que vont occasionner ces espaces, puisque de fait produire des surfaces en plus, ça implique aussi, il y a des charges qui sont associées à ces espaces, et a fortiori dans des programmes où ces espaces n'ont pas été réfléchis en amont avec les habitants, ça pose quand même des vraies questions de qui veut payer, qui va payer pour ces espaces, et donc des réflexions aussi qui sont portées en amont, anticipés par les aménageurs et les promoteurs, de modèles économiques autour de ces espaces. Comment est-ce qu'on va générer des formes de bilan économique autour de ces espaces? Donc on arrive un peu dans une tension entre comment on crée commun tout en faisant tourner un bilan économique. Mais donc voilà, des réflexions d'accompagnement et de modalités de gestion en amont qui sont réfléchis par les aménageurs, les promoteurs et financés par eux et in fine par les acquéreurs aussi. C'est vrai que créer des espaces partagés, créer de la générosité dehors, il faut bien l'exploiter, il faut bien le faire vivre. Donc forcément, c'est mathématique, on va rajouter des lignes de charge. Avant, on allumait le hall, les locales vélo et les locales poussettes. Maintenant, il y a 2 espaces. Donc c'est vraiment mathématique. Donc en fait, déjà, si la promesse de départ aujourd'hui, il n'y a pas un opérateur, il n'y a pas un programme qui ne brandit pas la baisse des charges, déjà, il faudrait qu'on traite vraiment cette question-là pour déjà faire un peu de péréquation, puisqu'on va rajouter quelques éléments de charge. Il faudrait déjà que le logement atteigne vraiment sa baisse de charge qui est promise. Je pense que ça, c'est le modèle économique, à mon avis, il est vraiment là pour qu'on puisse avoir les moyens de supporter ces petits plus qui apportent du service. Ensuite, moi, je suis convaincue, et il faudrait que je revienne dans 5 ans pour raconter vraiment, parce que là, on aura beaucoup de programmes avec du recul, mais que impliquer les habitants bien baisse les charges. C'est-à-dire, c'est simple, c'est des prestations qui ne vont pas transmettre un syndic qui, en plus, il y en a qui y viennent, mais qui ne sait pas faire. Et comme toujours, quand on ne sait pas faire, en fait, ça coûte plus cher parce que... moi j'ai vu de devis juste surréalistes, parce que c'est pas parce que les gens ils étaient malhonnêtes, c'est parce qu'ils savent pas faire, et donc ça vient rajouter au cas où ça marcherait pas. Après, le modèle économique, c'est vraiment dans la simplicité du modèle de gestion, en fait. C'est très lié, c'est-à-dire si je rajoute une ASL, une AFUL sur 2 copros, des machins et tout ça, il faut bien gérer, et on crée des organes de gestion. Donc la simplicité juridique, elle est pour moi, je vois tout de suite une simplicité aussi, une baisse en fait des coûts de gestion. Impliquer les habitants en leur donnant des rôles, en les formant, etc. Et puis ensuite, je pense qu'il y a un chantier colossal, c'est de décorréler en fait ces espaces partagés du fonctionnement de la copro. Puisque si je les laisse comme une partie commune générale ou spéciale, celui qui a le plus grand appartement, c'est lui qui en supporte le plus de charges, selon la clé de répartition. Et donc, il y a une inadéquation entre l'usage et en fait la répartition des charges. C'est pour ça qu'on crée ces circuits, nous, avec l'association, pour relier en fait la prise en charge du fonctionnement avec vraiment si j'accède ou j'utilise ou pas.
Après, on y arrive. Il y a des modèles aujourd'hui, il faut juste avoir le bon notaire, le bon géomètre, etc. Avec nous qui a envie. Il n'y a pas besoin d'être hyper expert, mais qu'on ait envie de faire ça. Et je termine juste avec la question de la gestion et des charges. Quand on est maître d'ouvrage, on va vite la regarder, mais on ne va pas trop s'y attarder, pas comme un bailleur social. Mais quand on commence à travailler avec les habitants, ça arrive tout le temps. Donc en fait, elle s'impose du coup à tout le monde, donc c'est très bien. Et nous, sur nos missions, en fait, on reste 2 ans après la livraison. On gère pas, hein, il y a un syndic, il y a tout ça. Par contre, on est là pour... D'abord, on a toute la mémoire du projet. On suit un peu, on met des outils d'évaluation. On fait médiateur aussi, parfois, pour voir qui a défailli, qui n'a pas compris, qu'est-ce que c'est un état de bon fonctionnement et tout ça. Après, on a fait des bêtises aussi. Par exemple, il y a des trucs tout bêtes, une chambre d'amis, dès qu'il y a un studio partagé, en fait, moi j'ai un immeuble, ils ont pris une taxe de vacances, par exemple, 7 000 € par an pour une chambre d'amis partagée. Donc maintenant il faut remonter toute la chaîne fiscale pour expliquer que c'est des espaces communs. Donc je pense on n'a pas assez de recul, donc il y a beaucoup de choses comme ça. Et puis c'est triste quand il y a des espaces partagés. Moi ça me fait mal au cœur. 1 mètre carré construit, une salle commune qui n'est pas utilisée, c'est très fréquent. Ou une première assemblée générale, ça je l'ai vu, c'est pas un immeuble que j'ai suivi, mais je l'ai vu, où le premier vote, c'est de dire on va vendre le studio qui a coûté un bras à l'opérateur, en fait, qui a dû renier sa marge pour respecter la fiche de l'eau. Donc en fait, je pense que tout ça, il faut mettre tout ça un peu en musique fiscale, économique, sociale, tout ça. Vous avez dit beaucoup de choses déjà. Oui, effectivement, moi, je vais juste ajouter qu'on le voit en copropriété, les copropriétés qu'on accompagne aux assemblées générales, la question du partage, elle est cruciale, en fait. Elle est centrale et rarement on voit des copropriétaires qui ont envie de partager. Ils veulent partager le moins possible, le moins d'équipements possible. On veut sortir du chauffage collectif en général. On veut passer à du chauffage individuel. C'est souvent ce qui est demandé. On veut réduire au maximum les charges en commun. Je pense... Alors, je ne suis pas ni sociologue ni psychologue. Je pense qu'il y a d'abord le fait que dans une copropriété, on peut avoir des ménages qui ont des revenus très, très disparates. Donc, finalement, mettre en commun, oui, mais quand on a très, très peu, on veut réduire sa facture, on veut réduire ses charges. C'est crucial d'avoir une réflexion. Je pense il faut faire des recherches là-dessus pour voir comment est-ce qu'on peut mieux partager, comment est-ce qu'on peut prendre en compte cette question. Et après, je m'interroge aujourd'hui... dans les financements de l'État, si ça devient une question d'utilité publique, comme on vient de le dire un peu, pour lutter contre l'étalement urbain, l'État finalement paye des écoles, il paye des gymnases, il paye des centres culturels, etc. Pourquoi est-ce qu'il ne paierait pas des salles communes dans les copropriétés si ça permet de lutter contre l'étalement urbain? J'en sais rien. Est-ce que ça doit vraiment rester quelque chose qui reste aux mains des copropriétaires qui doivent s'entendre sur cette question? Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être externalisé? Comme on le voit aujourd'hui, on rétrocède pas mal d'espaces extérieurs de résidence à l'espace public, parce que finalement, ça simplifie la gestion. Pourquoi pas faire en sorte que de l'espace de la copropriété devienne de l'espace public? J'en sais rien, c'est une question... ça me vient comme ça, je sais pas. Voilà, en tout cas, il y a une vraie question, j'ai pas de réponse, mais il y a une vraie question. C'est crucial de se la poser parce que ça génère des... c'est problématique en tout cas, et partout, moi je le vois dans ma copropriété à moi, c'est l'enfer en fait aux assemblées générales. Et personne n'est d'accord parce que ça fait appel au culturel, au personnel en fait. C'est une question qui est éminemment personnelle. Voilà. Merci en tout cas pour l'ensemble des pistes de réflexion que vous avez lancées. Je vous remercie et je vais laisser peut-être des questions à la salle s'il y en a. Oui, pardonnez-moi, c'est moins une question qu'un commentaire, mais qui peut déboucher sur une question. Je voudrais dire au préalable quand même que j'étais un peu gêné par une formulation à un moment donné où on semblait faire d'une bataille le choix du collectif par rapport à l'individuel. Moi, je pense qu'il faut éviter ce genre de terminologie où on a le sentiment qu'on est encore dans la guerre de religion entre l'individuel et le collectif. Je pense que ce qu'il faut, c'est offrir des choix raisonné, cohérent et pertinent par rapport aux enjeux actuels. Alors, ça débouche quand même sur quelques commentaires. D'une part, quand vous évoquez le collectif de manière générale, je suis aussi un peu gêné parce que je pense qu'il y a énormément de
distinction et de différenciation à faire dans les différents types de collectifs, n'est-ce pas, entre les grandes copropriétés qu'on a pu connaître et puis des petites copropriétés, et également selon les territoires. Alors vous avez même évoqué la copropriété en milieu rural, je pense que ça reste encore assez faible, mais il y a des territoires sur lesquels il est absolument nécessaire de recourir à tout ce que vous avez indiqué parce que l'option collective s'impose à l'évidence. Je pense en particulier à la région parisienne, même si je suis convaincu, pour avoir beaucoup travaillé la question, qu'en région parisienne, on peut faire de l'individuel groupé, greffé autour de bourgs existants, sans aller dans de l'individuel diffus. Bon. Mais je pense qu'il est important de prendre en compte, pour une bonne réponse à la question que vous posez, rendre le collectif désirable, de différencier les types de collectifs et les types de territoires. Ne pas raisonner comme si c'était quelque chose d'homogène, le collectif et la copropriété. Et puis, je pense que sur la question du collectif, il faut aussi tenir compte des parcours résidentiels des ménages. Au cours d'une vie, on peut être tout à fait désireux d'être en collectif, par exemple, quand on est jeune ou qu'on se constitue en couple et que le collectif apporte énormément d'avantages, y compris les aménités urbaines que vous avez soulignées, que lorsque le couple a des enfants, très souvent, c'est l'occasion du passage du collectif à l'individuel parce que l'individuel apporte des surfaces, apporte le jardin, apporte une qualité pour les enfants qu'il est difficile pour ces ménages de retrouver en collectif. Je ne dis pas du tout que c'est impossible. Moi, j'ai eu des enfants, j'ai toujours vécu en collectif, mais il y a bien une tendance quand même qui va dans ce sens-là. Et puis que plus tard, au cours de la vie, et notamment lorsqu'on devient senior, on retrouve tous les avantages du collectif. Et donc, différencier aussi la situation du collectif et le désir du collectif en fonction de parcours résidentiels et de ce que je disais en introduction, c'est-à-dire du choix qui peut être proposé aux familles d'être en collectif, en individuel, selon sa situation au long de son parcours résidentiel, me paraît aussi quelque chose d'important à prendre en compte. Je vous remercie. Il n'y avait pas un enjeu de dualité entre les deux formes d'habitat, mais plutôt de voir pourquoi, à l'heure actuelle, il y a toujours autant d'individuels, alors qu'on peut voir que ça pourrait répondre à certains enjeux économiques et écologiques qu'on a pu aborder en introduction. Thomas Degos, j'étais chez Gessina, qui est une foncière privée, sur le logement et sur le bureau. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas louer si vous êtes GH, bientôt EF. Donc vous créez une espèce de pénurie. Ça, c'est la première chose sur le logement. Sur la vente, là aussi, on a un sujet sur comment on fait pour que, en marché de pénurie, on va finalement avoir un marché qui va pas forcément être haussier. C'est une faiblesse, c'est-à-dire qu'on aura des difficultés à les commercialiser. Et notamment sur les petites surfaces. Voilà. Au sujet de la dualité habitat individuel, ou maison individuelle, logement collectif, moi je crois qu'il y a une dualité et je crois que c'est une question qui est super importante. En fait, parce que quand on parle d'habitat individuel, on parle de quoi ? Ou du problème de la maison individuelle, on parle des programmes de développement outranciers qui ont été faits en France depuis les années 50 et d'étalement urbain. Le modèle du pavillonnaire qui a défiguré nos paysages, nos villages, etc. et qui est un problème grave et dont tout le monde est, je pense, aujourd'hui d'accord. Depuis les années 2000, on parle de ça. Et donc, il y a bien une opposition entre ça. On ne parle pas de la jolie maison individuelle de village ou de la ferme, etc., qui est très chouette, ou de la maison d'architecte, que moi j'aimerais bien habiter un jour, j'aimerais bien me construire ma propre maison. Évidemment que ça a des qualités et qu'il faut un petit peu de tout. On ne parle pas de supprimer le modèle de la maison individuelle, parce que je pense que ça existera toujours. C'est un modèle qui est intéressant, qui est important. On parle de lutter contre cet étalement urbain ravageur, en fait, qui était l'objet de politiques finalement capitalistes pour essayer de vendre du pavillonnaire avec des marges énormes, du pavillonnaire de mauvaise qualité, où les gens sont loin de chez eux, ils sont obligés d'utiliser leur voiture pour aller dans des bassins d'emploi, et on voit que le modèle, il craque dès que le prix de l'essence augmente, etc. En fait, pour moi, c'est ça. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on parle de rendre désirable le logement collectif ? Parce que c'est éminemment politique, et on a besoin de le faire, parce qu'effectivement, vous demandez à tous les Français, apparemment, 80% d'entre eux continuent de dire qu'ils préféreraient habiter dans un pavillon, y compris de mauvaise qualité, plutôt que dans un appartement. Donc,
c'est une vraie question. Comment est-ce qu'on fait ? Et évidemment, je suis d'accord avec vous qu'il y a tout un tas de situations qui sont différentes, c'est très différent selon les territoires et qu'on ne peut pas avoir des lois d'ailleurs qui sont généralisées à l'ensemble des territoires parce que c'est très différent quand on est en secteur tendu ou quand on est en secteur détendu. Voilà. Donc pour moi, il y a une vraie question. La question que nous pose Espacité, c'est une question qui est super importante et la qualité du logement, toutes ces questions-là doivent faire l'objet de réflexions. Ce qu'on vient de dire, moi, j'avais jamais réalisé ça, j'avais jamais pensé à ça, mais la question de comment est-ce qu'on gère cette copropriété, c'est une question qui est presque psychologique ou sociologique, mais elle doit être abordée, parce qu'en fait, c'est à ce titre-là qu'on va changer de modèle, en fait, et arrêter de prendre le logement pour un produit, en fait. C'est ça, toutes les nouvelles théories qui disent que le logement doit arrêter d'être un produit capitaliste et plutôt un bien de première nécessité. Voilà, enfin, je pense que c'est ça la question, un petit peu. Merci beaucoup pour cette intervention.